Bonjour, bienvenue sur Morning Data Chat, des conversations d'experts sans artifice. Chaque semaine, des décideurs data et IA nous racontent comment ils transforment leur organisation. Aujourd'hui, je reçois Magali Cordy-Jubet. Bonjour Magali. Bonjour Emmanuel, ravi d'être là. Magali, tu es Chief Data Officer de Oney. Est-ce que tu peux déjà nous raconter le métier d'Oney ? Oui, bien sûr, on peut tout à fait commencer par là. Donc, juste en quelques mots, Oney, c'est une entreprise du secteur financier. En fait, on offre des solutions de paiement notamment et de crédit consommation. C'est une banque. C'est effectivement, on peut qualifier de banque, on n'a pas le côté épargne, mais plus le côté crédit effectivement et paiement. Et dans le modèle économique, en fait, on est visible au travers de bon nombre de commerçants, de marchands, en marque blanche, donc. Qui proposent, alors avec l'affichage Oney la plupart du temps, qui proposent nos solutions de paiement. Vous pouvez payer souvent en 3 fois, 4 fois ou X fois au moment de la validation de votre commande. Et là, le logo Oney, un petit logo vert assez repérable, peut apparaître. Très bien, donc acteur de crédit, gros business de flux, donc on imagine beaucoup de data. C'est ça, acteur majeur du crédit conso. On a plus de 37 000 marchands présents dans une dizaine de pays en Europe et à peu près 6,7 millions de clients. Alors quand on parle client, ici on parle du client final, puisque le modèle, vous l'avez compris, il est en B2B2C. B2B2C. Voilà. Et donc oui, beaucoup de data. Et une relation plutôt à distance, puisque pas d'agence spécifiquement. Donc le premier contact avec nos clients est via les marchands. Et ensuite, on est amené à avoir un certain nombre de contacts plus directs, notamment au travers de la relation client, pour juste évoquer un exemple. Bon, excellent. Et alors, toi, ton rôle en tant que Chief Data Officer chez Oney, qu'est-ce que ça correspond, de quoi il s'agit en fait ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien et puis tes grands défis ? Ouais, c'est un métier déjà qui est vraiment passionnant. Alors moi, je suis passionnée par la data depuis, toute petite. J'adore ça. Et j'ai rejoint Oney il y a un peu plus de 3 ans maintenant pour donc créer une direction data internationale qui couvre à la fois la France, l'Espagne et le Portugal. Et c'est tous les pays de Oney ? Non, c'est les pays principaux. Après, il y a des pays pour lesquels on opère depuis la France. Il y a d'autres pays dans lesquels on est présent localement, mais la direction data, on est vraiment sur ces 3 pays, principalement avec les équipes, et après on a des contacts avec les autres pays. Et donc, ce que l'on fait chez Oney, pourquoi une direction data ? Eh bien, notre motto, notre raison d'être, c'est de rendre la data accessible et activable par tous dans l'entreprise pour tirer le meilleur parti de l'usage des données dans les différents métiers que comporte Oney. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, et notamment... tu veux nous parler d'une migration que vous avez faite chez Oney, d'un ancien système, SaaS, vers un nouveau système, Snowflake. Alors déjà, première question, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi aller changer un legacy qui existe déjà depuis des dizaines d'années ? Et on va y revenir. Et qui marche bien, globalement. Alors, qui marche plus ou moins bien, pour être quand même transparente là-dessus. C'est un des moteurs aussi de la volonté de changer. En fait, juste déjà en termes d'empreinte, on parle effectivement d'un outil en particulier donc, qui s'appelle SaaS, qui est très utilisé dans notre direction IT pour tout ce qui est préparation de nos socles de données, et aussi très, très utilisé par les data analystes dans les différentes directions de l'entreprise. Donc, ceux qui travaillent la donnée au quotidien, et là, on parle de plusieurs centaines de personnes, depuis plusieurs dizaines d'années, chez Oney, ont SaaS entre leurs mains. C'est pas spécifique à Oney, en fait, quand on regarde dans beaucoup d'entreprises, et notamment du secteur bancaire, secteur financier, secteur ça, c'est quand même très présent. Et donc, pourquoi changer ? Pourquoi sortir de SaaS ? Déjà, pour avoir une stack data qui soit moderne, qui suive aussi les évolutions en termes de langage, en termes de tendance à ce niveau-là. Parce que le langage de base de Oney, c'est de SaaS. C'est un langage propriétaire. En fait, il y a du langage SaaS en tant que tel. On peut faire également du SQL dans SaaS, mais il y a beaucoup de langages propriétaires. Et le SQL, c'est un SQL un peu standard ou c'est un SQL un peu... Tu sais, parfois... Oui, légèrement adapté, mais on s'y retrouve quand même plutôt bien. Et donc, pourquoi sortir de ça ? Déjà, on était sur une version de SaaS. Enfin, on est encore, en réalité, je ne parle pas encore au passé parce que le projet n'est pas tout à fait terminé. Il nous reste encore du jour au lendemain, quelques belles étapes à passer pour vraiment mettre ça derrière nous. Et donc, ce que je voulais dire, oui, on est sur une version de SaaS qui est on-premise, alors qu'aujourd'hui, avec les stacks data modernes, avec le cloud, on peut quand même avoir une scalabilité qui soit beaucoup plus véloce et des temps de traitement qui soient bien plus optimisés. Quand je te disais aujourd'hui sur SaaS, oui, ça tourne bien, mais on a quand même parfois des traitements qui prennent du temps, là où on sait que sur d'autres technos, on serait quand même beaucoup plus rapide. Donc une histoire de traitement, c'est quoi les ordres de grandeur en fait, de gains que tu peux avoir en passant de l'un vers l'autre ? Alors ça va vraiment dépendre des scripts, on ne fait pas de généralité, mais on passe souvent de traitements de plusieurs heures
à des traitements de quelques minutes. Enfin, c'est très significatif pour les data analystes. Ceux qui avaient l'habitude le matin, alors première chose, en arrivant au bureau, beaucoup ouvrent SaaS, ont un certain nombre de traitements qu'ils lancent, vont prendre un café le temps que ça tourne et reviennent. Là, ils peuvent toujours prendre un café, discuter avec les collègues, mais ils ont une bonne assurance que les résultats seront là quand ils se remettent devant l'écran et que quand ils appuient sur le bouton, on ne part pas derrière pour oui, et puis avec le problème que si ça plante au bout de 2 heures et que tu te dis zut, je me suis trompé dans un paramètre, exactement. En fait, tu perds 2 heures. Tu peux reperdre beaucoup de temps. Donc, il y a vraiment un sujet de modernisation, d'avoir des outils qui soient adaptés à ce qui se fait aussi aujourd'hui parce que, alors, on n'aura peut-être pas le temps de développer, mais le sujet aussi du recrutement dans la data, c'est vraiment essentiel pour nous. Et donc, mais ça, c'est une grande communauté quand même, non ? Il y a une grande communauté pour ceux qui sont sortis d'école comme moi il y a quelques temps. Je mets pas de date. Mais aujourd'hui, on ne forme plus les jeunes sur des langages comme ça. On forme au Python, on forme au SQL, on forme à Spark, on forme vraiment à des langages qui sont les langages d'aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et qui sont supportés par des technos tels que Snowflake. Donc, dans les raisons du choix, alors en fait, en réalité, Snowflake a déjà été choisi par Onet il y a un peu plus de 5 ans. Ça date de 2020. On était dans les premiers en France à faire ce choix. Pour première étape, c'est-à-dire passons dans le cloud et donc on est sur un Snowflake sur Azure et bénéficions justement de la vélocité, de la scalabilité que peut offrir le cloud. Et historiquement, au moment du choix, c'était surtout vu pour les équipes techniques, les équipes IT, pour mettre à disposition la donnée. Le choix qu'on a fait là plus récemment en quand tu dis mettre à disposition la donnée, ça veut dire faire un ETL ? Toute la préparation, exactement. Ça, toute la préparation des données en amont, depuis nos systèmes opérationnels, nos parcours de souscription, jusqu'à amener la donnée qui soit utilisable par donc, la communauté de data analystes. Mais donc sans la logique, je suis un data analyst et je veux investiguer, je veux me créer mes propres... Initialement, non. Initialement. Maintenant, aujourd'hui, le virage, on est vraiment en train de le prendre là-dessus, avoir nos data analystes, eux aussi, embarqués dans Snowflake. Alors, bonne nouvelle pour ceux qui sont des historiques de SaaS. Effectivement, le code SQL, on peut basculer du SQL dans Snowflake et donc s'y retrouver un peu mieux que si on changeait complètement de langage. Quand tu dis que tu peux le retrouver, c'est que tu le prends, tu fais copier-coller et ça marche, ou alors il y a des scripts de migration qui permettent de l'adapter? Alors, c'est pas tout à fait du copier-coller, mais c'est un environnement qui est quand même assez proche, donc il faut se retrouver dans l'interface Snowflake, et après, en termes de langage, le pas à franchir n'est pas si énorme que si on changeait vraiment de langage. Et après, quand tu parles de transformer le code, effectivement, on a regardé un peu ce qu'on pouvait faire à ce niveau-là. Nous, un des credos, c'est de dire qu'il faut que les data analystes soient eux-mêmes acteurs de la migration de leur script. Si on prend en charge, je sais pas, en externalisant pour le faire pour le compte d'eux, eh bien, on va louper le fait de les embarquer et à ce que derrière, demain, Snowflake soit leur outil du quotidien. Quand on préparait... Ouais, pardon. Non, je voulais juste ajouter qu'on laisse entre leurs mains le fait de migrer. Par contre, on leur amène des outils et des méthodes pour faire ça de façon efficace, et notamment avec l'intelligence artificielle pour aider à documenter des scripts et à les transformer dans du SQL pour Snowflake. Basculons sur la partie utilisation de l'IA pour migrer. Oui. Tu me disais que vous l'aviez fait dans une certaine géographie. Alors, plusieurs choses. En fait, on l'a fait pour l'ensemble des data analystes de l'ensemble des pays, avoir des prompts qui sont préparés pour les aider à faire documenter mon code SAS, le transformer en code SQL dans Snowflake et même réaliser les tests de non-régression en fait pour comparer les résultats avant-après. Ce qu'on a fait spécifiquement sur une géographie, en l'occurrence c'est l'Espagne, c'est prendre un périmètre de script qui touche, parce que dans la particularité de notre migration, on a des process dits critiques dans notre business qui aujourd'hui tournent sous SAS. Et donc, vraiment une attention toute particulière pour les amener sur Snowflake. Et donc, en Espagne, on a localisé, on a identifié 3 sujets comme ça assez critiques et on a externalisé leur migration à une société externe qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour faire la transformation du code. D'accord. Et donc, le code source, c'est du langage propriétaire SAS que tu évoquais tout à l'heure. Oui. Et le code cible, c'est quoi? C'est du Python et du SQL? Python et SQL dans Snowflake, essentiellement. D'accord. C'est ça. Et ça, tu peux nous en dire un peu plus? Genre, ça marche bien? Enfin, c'est vraiment clic-bouton? Alors, on arrive à faire des choses qui soient même beaucoup plus automatisées que ce qui avait été fait dans SAS à l'origine. Il y a des temps de traitement améliorés, avec de l'automatisation qu'on pousse aussi un cran plus loin pour sécuriser également ces process critiques au passage. Ouais. Et ça a mis combien de temps, cette migration sous stéroïdes de l'IA en Espagne? Là, on est donc sur 3 use cases critiques, sur un peu plus de 100 scripts pour ces 3 use cases. Ouais, et oui, c'est ça. Et donc, le délai pour le faire, on est sur l'ordre de 2 mois et demi.
y compris tests de non-régression, reconfier les scripts après aux utilisateurs pour qu'ils soient à l'aise dans le fait de les faire évoluer par la suite. Et vous aviez estimé le temps que ça aurait pris si tu n'avais pas pu utiliser de l'IA ? En fait, c'est plutôt qu'on a un sujet dans cette migration et c'est bien normal. Les équipes, on parle des data analystes, n'ont pas que ça dans leur feuille de route, ont leur business as usual, ont tout un tas de projets également par ailleurs. Et donc on arrive avec un sujet qui en plus est un sujet de transformation en complément. Et en fait, le constat qu'on a fait, c'est que si on voulait tenir nos délais, parce qu'on s'est donné des délais assez courts pour sortir de SaaS, on s'est donné à peu près 2 ans pour le faire. Et donc en termes de timing, on a vu que ça ne passerait pas si on laissait 100% auprès des équipes métiers directement. D'accord, donc on a ça isolé passait pas, mais alors c'est quoi alors le temps que tu gagnes, quoi, 30% du temps, 50% du temps? On est sur plus de 50% avec l'appropriation. Ouais, exactement. Waouh, c'est génial. Belle histoire. Alors je reviens un peu sur un sujet que t'as effleuré un petit peu au début, c'est que tu dis que quand tu passes de SaaS à Snowflake, tu prends les requêtes SQL, puis tu as des prompts pour essayer de les migrer. Mais une question que je me pose, c'est que est-ce que c'est pas l'occasion de changer aussi l'organisation des données ? Oui, alors ça du côté des équipes IT, pour vraiment ce qu'on appelait tout à l'heure la préparation, la partie ETL, de comment à partir de mes données sources, je viens les modéliser pour les mettre à disposition des data analysts. On a fait le constat que ce qui avait été fait par le passé pourrait mériter un petit coup de nettoyage et une modélisation plus idéale aujourd'hui. Mais du coup, ça casse la possibilité de prendre les requêtes SQL et de les changer, parce que si tu as plus les tables... Exactement, tu as mis le doigt sur le sujet. En fait, donc on a choisi du coup pour la migration de ces traitements IT d'avoir une stratégie plutôt hybride. Donc dès lors que c'est possible, parce qu'on souhaite quand même aller au maximum vers la cible, dès lors que c'est possible, on repose la modélisation et on optimise le stockage, les traitements, etc. Ça veut dire, tu as raison, que pour les data analysts qui utilisent ces tables-là, c'est davantage de change. Ouais. C'est pas juste je change les sources et je change de langage, c'est aussi je rentre dans une autre modélisation. Et donc pourquoi hybride ? Parce qu'on a fait ça sur toute la partie, on pouvait le faire. Et sur une autre partie, on est un peu, revu la stratégie pour faire quelque chose de pragmatique et de dire, dans certains cas, on va faire du lift and shift. Donc, on prend en l'état la modélisation, bien qu'elle soit pas idéale, on en est conscient, mais ça nous permet d'aller plus vite, de reconduire en l'état. Comme ça, les data analystes vont plus vite aussi dans leur migration de script et derrière, on remettra tout ça sur des formats qui soient mieux modélisés. C'est à chaque fois un trade-off, c'est que tu refais pas tout. Tu te dis pas, allez... je refais toute ma modélisation de données. Il y a quand même des moments où tu fais du lift and shift. Dans un monde idéal, on aurait aimé pouvoir le faire, mais pour ça, il aurait fallu qu'on ait tout le temps dont on aurait pu avoir besoin. Et on est aussi sous cette contrainte de temps qui fait que... Alors, quelque part, c'est plutôt positif, en fait, je trouve, parce que ça nous oblige aussi à chercher quelquefois des raccourcis, à optimiser. Et on a une démarche qui est assez différente de si le temps était infini et qu'on avait toute la vie pour faire notre migration SaaS. Ouais. Je pense que vraiment, le fait d'être timé, ça nous oriente aussi, ça nous oblige à faire ça. À faire des choix et tout ça. Tout à fait. Qu'est-ce qui pousse le fait d'avoir de se mettre 2 ans à faire cette migration ? Contractuel. On a re-signé notre contrat avec SaaS et ça nous emmène là jusqu'en juin 2026. Donc là, il nous reste 6 mois pour finaliser. Et voilà, on est animé par... Oui, on est on track, c'est assez tendu, mais les équipes sont bien mobilisées et on avance, ouais. Tu me parlais un peu des nouvelles compétences ou des choses comme ça. Comment ça se passe ? Vous avez fait un plan de recrutement, un plan de reskilling ? Vous êtes appuyé sur un partenaire externe pour pouvoir vous aider dans les premiers sujets ? Oui, tu as raison. Un des éléments clés, c'est bien d'embarquer toutes les équipes data analyst dans ce changement et donc de les amener vers le nouvel outil, les compétences qui sont associées. Donc là, on a vraiment mis en place effectivement des programmes de formation d'une part. On a créé aussi une communauté autour de Snowflake avec des ambassadeurs donc qui sont dans chaque direction métier pour être les porte-parole de leurs équipes sur l'appropriation Snowflake et dans l'autre sens également d'accompagner les équipes au maximum sur l'intégration de ce nouvel outil. Donc, création de communauté, formation, coaching aussi. Les équipes de la direction data sont organisées pour avoir des séances de coaching individuelles ou en petit collectif. Quand tu dis du coaching par rapport à la formation, c'est quoi la différence entre les deux ? C'est vraiment le côté mise en pratique, en fait. C'est ce qu'on appelle des Snowflake Hours où chacun vient avec ses problèmes, avec des questions spécifiques. La formation, c'est plus, je découvre, on me donne les éléments. Ensuite, quand j'applique, forcément, je me pose des questions. Donc là, on a une organisation qui nous permet de répondre là-dessus.
là-dessus. Alors, on repose en premier lieu sur les équipes de la direction data. On a vraiment quelqu'un qui est dédié sur cette partie accompagnement. Et oui, tu le disais, partenariat ou pas, en fait, Snowflake nous apporte aussi beaucoup à ce niveau-là. Ils sont en soutien assez fort pour nous aider à nous approprier l'outil au mieux. Et c'est vraiment précieux. Enfin, on sent un vrai soutien de l'éditeur et là-dessus, on en profite, on en bénéficie. Ouais, bien sûr. Ouais. Et alors, ces communautés, je zoome un peu, ces communautés, c'est quoi? Vous faites, c'est quoi? Toutes les semaines, elles se réunissent, vous partagez, qu'est-ce que vous partagez en fait? Vous partagez des situations réelles de la vie pour que chacun puisse en profiter. Comment ça s'anime en fait, ces communautés? Oui, c'est bien ça l'objet, c'est d'avoir du partage de bonnes pratiques, du partage d'expériences, d'expliquer comment on a contourné telle ou telle problématique, qu'on a testé également, parce que dans le modèle Snowflake, il y a quelque chose d'assez intéressant par rapport à d'autres outils. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, déjà on est sur une facturation qui est à l'usage, donc on acquiert un certain nombre de crédits dans un contrat, et après, à mesure que l'on fait des traitements, qu'on fait du compute, on consomme ces crédits. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, peu importe les fonctionnalités qu'on utilise dans Snowflake, on a accès à l'ensemble dès lors qu'on a un contrat avec Snowflake. C'est pas en mode où tu achètes un module et quand tu veux bénéficier d'un module supplémentaire, par exemple, dans les choses assez intéressantes qu'on fait, on fait du data sharing, on fait du partage de données avec des partenaires, des marchands. Et pour ça, c'est une fonctionnalité de Snowflake. Valeur ajoutée de Snowflake. C'est une valeur énorme et c'est très apprécié par nos marchands. Et ça, c'est pas une souscription supplémentaire par rapport au contrat initial. C'est, voilà, tu as la possibilité d'utiliser le data sharing et donc d'avoir accès à cette fonctionnalité. Et les utilisateurs, les data analysts viennent raconter aussi les fonctionnalités qu'ils utilisent, à quoi ça leur sert, dans quel contexte, pour, encore une fois, embarquer largement et faire que chacun soit le plus à l'aise possible avec Snowflake. Donc c'est beaucoup de partage, de retour d'expérience. On a également l'éditeur qui vient faire quelques présentations sur ce qui arrive, sur les nouvelles fonctionnalités, parce que ça bouge aussi beaucoup de ce côté-là. D'accord. Et donc on est assez attentif sur nos projections futures autour de l'usage de la donnée, de ce que nous permet un éditeur comme Snowflake, ou même ce qui se fait de manière assez globale sur le marché. Là on est focus sur la transfo, parce qu'on a vraiment cette échéance de milieu d'année prochaine à tenir, mais on prépare déjà l'avenir avec ce qui pourra venir ensuite. Et donc cette communauté, elle est animée par une personne. Tu as une personne qui est full-time sur cette communauté? J'ai une personne qui est vraiment en lead sur ce qu'on appelle l'accompagnement sur les outils et en particulier sur Snowflake. Et donc derrière, c'est pas... full-time, c'est vraiment son job à temps plein. Exactement. Et c'est nécessaire d'avoir une personne à temps plein sur l'animation, parce que lui, on est d'accord, il fait pas de production, c'est pas lui qui fait des requêtes SQL pour migrer les choses à droite à gauche. Il fait pas les requêtes SQL, par contre, il fait vraiment tout ce qui est donc animation de la communauté en s'appuyant sur les ambassadeurs, tout ce qui est séance de coaching également, et c'est pour l'ensemble des pays, la France, l'Espagne, le Portugal, préparation de documents utilisateurs, tout ce qui est vraiment observation de quelles fonctionnalités sont utiles en fonction de quels besoins, ce qu'on appelle la matrice usage-outil, en fonction de quel usage je vais utiliser quel outil. Et en tout cas, à aujourd'hui, oui, c'est largement nécessaire d'avoir une personne qui soit dédiée. À l'avenir, on verra, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a vraiment besoin. Et comment tu l'as trouvé? C'était quelqu'un chez Onet Oui, quelqu'un chez Onet, c'est ça, qui avait plutôt une appétence un peu tech qui était assez curieux de découvrir les fonctionnalités et une capacité aussi à vraiment pouvoir accompagner, animer et développer les compétences dans l'entreprise. Excellent. Et donc, vous vous êtes appuyé sur un partenaire ou pas du tout? Vous vous êtes dit, je vais développer ces compétences parce que je vais réussir à former des gens directement chez Onet? Ou alors vous vous êtes dit, je pourrais pas réussir et pour accélérer, il faut que j'ai un partenaire dans la région lilloise ou autre? Alors on a beaucoup fait maison, on a beaucoup fait par nous-mêmes, en travaillant encore une fois avec les équipes Snowflake. Et pour un certain nombre de sujets de formation, on s'appuie aussi sur des plateformes pour avoir une force de frappe qui soit un peu plus grande et aussi la capacité à avoir des formations qui soient en espagnol, en portugais pour les équipes locales. Nous en France, on a sans problème la possibilité de travailler avec eux en anglais, mais c'est vrai que pour les formations, quand on est dans la langue du pays, c'est quand même plus facile. T'as abordé un petit peu le point tout à l'heure là sur le paiement à l'usage et j'aimerais bien revenir un petit peu dessus. Est-ce que tu pilotes le coût de Snowflake? Parce qu'en fait, c'est sûr, c'est du sucre, en fait, c'est de la dopamine, tu vois. Tu te dis génial, j'ai une fonctionnalité, machin, mais derrière, j'imagine qu'il y a des coûts. Oui, tu as tout à fait raison de pointer cela. Donc, une consommation donc, en fonction de l'usage, ça c'est le point, moi je trouve ça quand même hyper intéressant parce que d'autres éditeurs, enfin tu payes que tu utilises un peu moyen beaucoup, la facture est la même. Là, le fait de dire finalement c'est relié à mes usages, je trouve déjà sur le principe, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant derrière.
évidemment qu'on pilote les coûts. On a accès à une console d'admin avec en temps réel ou quasi temps réel la consommation qui descend sur un niveau très fin. On peut descendre jusqu'à l'utilisateur, jusqu'à la requête pour voir éventuellement s'il y a des mauvaises pratiques, des choses qui soient à optimiser. Donc c'est toute la démarche autour du FinOps qui vient se positionner à cet endroit-là et qu'on est vraiment en train de développer. Je considère qu'on est pas encore mature, mais ça fait partie des sujets qu'on est vraiment en train de travailler et de pouvoir amener les utilisateurs à être aussi sensibilisés sur le fait que quand je lance un traitement, il y a un coût associé et donc il faut que je sois... pour moi, c'est pas de freiner l'usage, c'est plutôt d'avoir la bonne optimisation et la bonne adéquation de oui, j'ai un traitement et c'est normal pour mon job que je lance des traitements. Maintenant, avoir la conscience que si je lance avec un croisement de X tables alors que je pourrais faire quelque chose de plus mesuré, eh bien, il va y avoir un impact différent derrière. Ça t'est déjà arrivé d'interdire un traitement parce que c'était trop cher ? Après, il y a des garde-fous. Donc on a déjà un certain nombre de limites qui sont posées. Et puis après, par l'observation du fonctionnement, on vient également soutenir, accompagner les équipes qui en ont le plus besoin. Là où on se rend compte qu'il y a une consommation qui nous semble, après il faut analyser, mais qui peut nous sembler inadéquate. Tout démarre de l'observabilité. Quelle est la requête la plus coûteuse et comment je peux l'optimiser, quoi. C'est ça. Ou le traitement qui tourne le plus fréquemment parce que peut-être qu'on peut aussi l'industrialiser et avoir des coûts qui soient plus réduits. Et ça nous amène à un sujet... Je me permets de rebondir. Tu évoquais tout à l'heure le fait que nos métiers soient de plus en plus autonomes dans le traitement de la donnée. J'ai trouvé très juste tout à l'heure quand tu dis, mais là on parle de la préparation des données par l'IT, mais ensuite les métiers bien souvent manipulent aussi les données avant d'avoir un résultat final. Et cette étape de manipulation intermédiaire, bien souvent elle amène aussi à créer un certain nombre de tables dans des traitements qui peuvent être utilisés par l'équipe elle-même ou même par d'autres en fait au sens plus large dans l'entreprise. Et cette démarche-là qu'on nomme data mesh, data product, c'est aussi dans les axes de réflexion assez forts chez nous parce que dans les convictions que l'on a, c'est qu'à un moment, on ne peut pas tout couvrir par des traitements automatisés par l'IT. Nos métiers ont aussi besoin d'avoir la main pour faire une part de ce job-là et raffiner la donnée avant qu'elle soit utilisée. Ça, c'est très bien. Pour le faire, ensuite, il faut qu'on pose, et là on est en réflexion dessus, mais le mode de fonctionnement, les règles de gouvernance, parce que c'est chouette de laisser la main et l'autonomie. Après, il faut qu'on définisse ensemble un cadre dans lequel ça peut se faire. On n'a pas fini d'utiliser Excel. Non, on utilisera toujours Excel de toute façon, même si on a des super outils de reporting ou autres, mais oui. Super Magali, on a fait un beau parcours là autour de Snowflake. Et alors du coup, une autre question que je me pose aussi, et je pense que ça nous permettra de terminer un peu cet épisode, c'est au-delà de Snowflake, est-ce qu'il y a d'autres initiatives pour changer la stack data, évoluer vers ce qu'on appelle la moderne data stack ? Est-ce que vous avez d'autres initiatives chez Oney ? Oui, on a déjà pas mal travaillé le sujet, donc dans le sens de la modernisation et de la rationalisation de notre stack data. Typiquement sur tout ce qui est reporting, tableau de bord, on a fait le choix de Power BI il y a quelques années déjà, et là on est maintenant bien installé, on a plus de la moitié des collaborateurs qui utilisent Power BI, que ce soit pour préparer ou pour consulter des tableaux de bord, et ce qui est assez chouette, il faut le souligner, c'est que Power BI fonctionne effectivement très bien avec Snowflake, donc voilà, on a une suite qui est assez cohérente et qui nous permet de rendre la data accessible et activable par et du coup les gens sur Power BI, ils font aussi de l'investigation, c'est-à-dire qu'ils se créent un petit peu eux-mêmes leurs tableaux et tout ça ? Alors, on laisse nos directions métiers, et c'est vraiment une volonté forte avec les data analystes qui sont aussi dans les directions métiers, avoir la main sur la création, effectivement, de leur tableau de bord pour faire leurs analyses. Et dans la direction data, on est une équipe d'experts autour de Power BI, un peu comme Snowflake, la communauté que j'évoquais avant. On est une communauté Power BI où on vient aussi animer, soutenir, donner les bonnes pratiques, faire du coaching sur du développement de report. Et nos métiers sont du coup le plus à l'aise possible pour travailler leur propre tableau de bord et les livrer auprès de leurs lecteurs. Et c'est pas les mêmes populations entre ceux qui utilisent Power BI et ceux qui utilisent Snowflake, c'est ça ? On peut avoir des data analystes en commun qui font les deux, effectivement, et qui couvrent du coup l'ensemble de la chaîne, préparent leurs données dans Snowflake, font des études ponctuelles dans Snowflake et des tableaux de bord après dans Power BI. Merci Magali pour tout ce parcours dans cette migration de SaaS vers Snowflake. Merci de nous avoir donné tous ces éléments-là. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Morning Data Chat, le podcast qui vous accompagne dans une utilisation meilleure et efficace de vos données. Retrouvez-le en intégralité sur le site data-ai.theodo.com. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.